Bonsoir, bonjour à tous. Toujours au service du peuple, c'est moi-même Tegs Vega, le président de la Suisse. Là, c'est une émission inédite pour un personnage inédit. Plus qu'une discussion, un talk show. Il fait le tour du globe à la rencontre de sa communauté, la diaspora noire. Likez, partagez, abonnez-vous. Ça se passe maintenant au Parlement. Ici c'est Tegs Vega, le presse. On est avec un homme, un grand homme. Il parle pour la diaspora noire. Il parle bien. Le voici, il est là avec moi, au Parlement. Kémy Séba. Bienvenue. Bonsoir. Bienvenue au Parlement. Bonjour, grand. ça va bien? Tu fais vraiment plaisir. Va. Je suis vraiment enchanté que tu puisses être là. Je sais que t'aimes pas trop les Atalakou, mais fallait que je le fasse. Si je connaissais ta lignée, j'allais faire comme un grillon, parler de ta famille et dire tout ce que j'avais à dire. Parce que là, on est venu pour un message. C'est ce message que tu as pu faire pour la philosophie de la panafricanité fondamentale. Premièrement, je ne veux même pas trop te présenter, parce que tu vas te le dire, tu vas dire toi-même de qui tu es, pourquoi tu es là, en Suisse. Ça fait longtemps qu'on t'attend. Grand, comment ça se fait que tu es en Suisse en ce moment 2023? Écoute, on organise déjà bonjour mon cher frère. Bonjour. On organise une tournée mondiale des diasporas noires. Donc on va partout où notre communauté nous invite pour contribuer à organiser, à sensibiliser, à former politiquement, idéologiquement nos communautés, à les orienter sur le terrain de la structuration, qu'elle soit économique ou politique, Voilà. et médiatique aussi, parce que tout est un ensemble, culturel aussi. Et donc c'est une expérience unique, je pense, pour toutes ces diasporas et pour toutes ces composantes de nos populations, parce que quand on parle de panafricanisme, c'est l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté. Voilà. Et c'est cette démarche dans laquelle nous sommes plus que jamais insérés et qui nous pousse plus que jamais à orienter, pousser, former et forger nos communautés. C'est ça. Et puis justement, quand on parle du panafricanisme, on est un peuple, mais on est un peuple qui est divers. Il est diversifié, notre peuple. Comment tu penses que, par exemple, nous, ici, on est en Suisse, il y a des Albanais, on connaît les Portugais. Tu vois, c'est des peuples qui sont différents. Comment ils ne sont pas unis, ils n'ont pas la même perspective. C'est tout comme nous. Par exemple, moi, je viens de l'Angola, il y a de l'Afrique de l'Est, comme des Érythréens. On n'a pas la même vision. Comment on peut justement faire en sorte qu'on puisse avoir la même vision dans un même peuple? Moi, je connais pas. Je pense que tu as une femme. Voilà, oui. Je pense même que ta femme, vous n'avez pas la même vision sur tout. Voilà. Mais vous vous retrouvez sur l'essentiel. Exactement. Et c'est ce qui fait que vous fondez une famille. C'est qu'il y a l'essentiel qui est présent. Et c'est la démarche du panafricanisme et plus globalement de la panafricanité. La panafricanité, c'est l'unité de fait des diverses formes d'africanité, d'accord, dans le but plus que jamais d'être réenraciné et de former une sorte de bouclier visant à protéger nos populations face à l'hydre du déracinement dans lequel nous sommes au XXIe siècle installés. Et il y a évidemment différentes composantes de notre peuple. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé de l'africanité, qui pour moi ne serait pas un terme suffisant pour décrire l'intégralité et la complexité de la structuration de nos populations. Mais quand on parle de panafricanité, on parle du fait qu'il y a diverses formes d'africanité assumées. On le dit, le royaume Congo, c'est le royaume Congo, le Dahomey, c'est le Dahomey, l'Empire du Mali, c'est l'Empire du Mali, et les Zoulous, c'est les Zoulous. Chacun a ses spécificités. Mais c'est comme un bouquet de fleurs, c'est l'addition de ces diverses fleurs magnifiques qui crée un beau bouquet. Et tu me dis, oui, comment des gens qui ont des perspectives différentes peuvent s'unir, mais il y a des points communs et ils se réunissent sur ce qui, justement, les relie les uns les autres. La France, il y a des Corses, il y a des Bretons, il y a des Normands, mais ils font tous la France. Et le panafricanisme, c'est le projet civilisationnel qui vise, plus que jamais, à nous permettre de nous retrouver au-delà des frontières liées à la conférence de Berlin, qui ont pris place en 1884 et 1885, permettre à toutes ces populations d'avancer dans un projet commun, un destin commun, tout en gardant nos spécificités. Le but n'est pas de transformer le Congolais en Éthiopien. Le but n'est pas de transformer le Dahoméen en Congolais. C'est pas le but. Mais c'est de se rappeler qu'il y a diverses branches dans un arbre, mais il y a une même racine. C'est ce que disait le professeur Charanta Diop, et c'est ce que nous diffusons dans une dimension beaucoup plus liée à la métaphysique
lié à la géopolitique aussi, ce que nous diffusons dans cet ouvrage Philosophie de la panafricanité fondamentale. Tu parles aussi justement de la métaphysique, parce que justement tu dis que ici en Europe, on est vraiment très axé sur le matériel. Moi, je veux savoir concrètement comment on fait en sorte que on puisse s'épanouir dans la métaphysique, au-delà du matériel. Concrètement, par exemple, quand on parle au niveau spiritualité, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Tu vois, c'est très intéressant, parce que tu as dit un propos qui résume la complexité de l'ère dans laquelle nous sommes installés. Tu m'as demandé, pour illustrer la métaphysique, comment on peut faire concrètement. Voilà. Or, le terme concret est un terme anti-métaphysique, puisque qui dit métaphysique dit transcendance et dit hors du cadre du concret, tu vois. Bon, après, pour être dans... Non, j'arrive. Alors, il y a spiritualité, et il y a maintenant tout ce qui a trait à la liturgie et au culte. L'organisation qui est autour de spiritualité, spiritus, esprit, les mots ont toujours un sens. L'esprit n'est pas matériel, n'est pas concret. Ce qui est concret, c'est l'impact de l'esprit dans la dimension matérielle. Et nous, ce que nous disons simplement, c'est que nous sommes un peuple lié à ce que l'on appelle le principe de l'ancestralité. Et qui dit ancestralité, il y a ce qu'on a les ancêtres, tu vas voir ton grand-père, ton arrière-grand-père, etc. Il y a les ancêtres, on a tous nos ancêtres. Il y a ce que l'on appelle les ancêtres méritants, les ancêtres justifiés, qui étaient les aïeux qui, hommes et femmes, qui marchaient dans la voie du juste milieu et qui constituaient quelque part le gouvernement primordial et métaphysique du Créateur. L'autorité suprême qui n'engendre pas, qui n'a pas été engendrée. La stricte unicité divine. Et ces entités, communiquer avec ces derniers, c'est communiquer avec le gouvernement métaphysique, pour que ces derniers puissent être pour nous un soutien qui nous permet d'avoir un impact réel dans le monde physique en tant que tel. Chacun a, j'ai envie de dire, sa force qui le back-up, pour employer un terme que les jeunes comprendront. Et je pense que dans cette dimension, j'essaie de le développer très précisément dans l'ouvrage, il y a les clés, les cadres visant à permettre à nos populations de à la fois s'enraciner tout en étant plus que jamais présent dans le monde matériel. Parce que le but de la métaphysique, ce n'est pas s'éloigner. Ce n'est pas faire abstraction du matériel, du monde concret, comme tu le dis. Parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où malheureusement les gens ont fait du concret le centre de gravité de leur vie. Alors que c'est pas ça. Or, nous disons que le vrai monde, c'est l'immatériel qui a une incidence sur le matériel. Donc si je comprends bien, on peut être de toute religion. À partir du moment où on sort de ce cadre, comme tu as pu dire, de concret, qu'on rentre dans la spiritualité. Donc un chrétien, un musulman, il peut justement être aussi panafricain et puis avancer et faire en sorte que la communauté noire puisse éclore. Écoute, moi je suis pas... Selon toi. Je pense que ce qui est important, dans l'ouvrage, tu verras que j'essaye de tracer un pont de liaison avec tout le monde, tout en mettant en avant le fait que la tradition, à mes yeux, est l'élément le plus important. La tradition initiale est comme la racine, les branches, ce sont les religions, religiare, qui signifie relier. Pourquoi relier? Parce qu'on arrivait à une ère de ce que certains appellent la fin des temps, où les gens sont tellement déconnectés de toute dimension immatérielle qu'il a fallu qu'ils aient accès maintenant à des livres pour être connectés à Dieu. Alors qu'avant, le premier livre que l'être humain avait, c'était la nature. L'écriture de Dieu, c'était sa création. Quand tu voulais lire un signe, les gens parlent par exemple de, que ce soit l'Égypte antique ou les anciennes civilisations, Mésopotamie, peu importe, etc. Il y avait, l'écriture était constituée de ce que l'on appelle les idéogrammes. Les idéogrammes, c'était pour prendre des éléments de la nature et additionner ces éléments de la nature pour créer des formules qui étaient des textes en tant que tels. Les anthropologues et historiens occidentaux, pour déchiffrer ces écritures-là, on dit oui, ça c'est telle lettre de l'alphabet, ça. Ils ont essayé d'adapter ça à leur esprit qui était sur certains points réduit en termes de compréhension. Or, quand les anciens créaient les idéogrammes de toutes les civilisations dites primordiales, c'était parce qu'ils avaient une très grande observation de la nature. Je donne un exemple, ils voyaient un chat, ils voyaient un oiseau, et ils voyaient un autre élément, et ils savaient que quand il y avait une addition de ces trois éléments, ça créait quelque chose. Donc ce n'était pas une simple phrase avec un alphabet de tel endroit, c'était l'étude de phénomènes naturels qui créaient quelque chose de profondément, j'ai envie de dire, surnaturel, quelque part. Et donc, moi ce que je vous dis, c'est qu'il est important que nous revenions à notre identité, à notre tradition, sans être dans une logique de stigmatiser ceux qui, parce qu'il y en a qui sont aujourd'hui empreints de la démarche dite religieuse, mais même dans les démarches dites religieuses, je prends l'exemple des Éthiopiens chrétiens orthodoxes, dans l'orthodoxie de chez eux, il y a ce que l'on appelle la métaphysique, pour ceux qui ont été capables de passer avec eux. Quand je vais voir les Mourides au Sénégal,
quand je les écoute, il y a aussi une dimension de la métaphysique. Maintenant, quand tu vas dans le culte Bwiti, quand tu vas dans le culte des orishas, dans la logique spirituelle des orishas, quand tu vas dans la logique spirituelle des vaudous, quand tu vas dans toutes ces dimensions-là, tu te rends compte qu'en réalité, ce sont diverses manifestations continentales, religieuses, spirituelles et diasporiques qui sont quelque part le tronc d'arbre. Les religions, c'est les branches, mais la racine, c'est la tradition initiale. Et moi, mon souhait, c'est que tout le monde, quelle que soit ses diversités, revienne à la tradition initiale, parce que la tradition initiale, elle est unique. Qui dit métaphysique, dit unicité. Voilà. Parce que métaphysique, ce qui n'est pas palpable. Est-ce qu'on ne peut pas toucher ce qu'on ressent? Mais ce qu'on ressent est un, est indivisible. La métaphysique, c'est un. C'est l'unicité, comme Dieu est unicité. C'est ce qui est devenu par un truc matériel qui est découpable, parce qu'on vit dans l'air, à cette vendetta de la quantité. J'ai pas envie d'aller trop loin, parce que sinon... bien sûr, non, mais je te pose ce genre de questions, parce que, effectivement, parce qu'il y a quand même un mouvement qui commence à se faire. La communauté ici, la diaspora, on commence à être assez éveillé sur plusieurs questions. Bien sûr. Et je vois beaucoup, en fait, des débats entre des Kémets, avec plusieurs autres religions et tout. Et d'autant plus que maintenant, comme tu as dit, nous, on veut être un. Alors moi, dans mon avis, je pense pas qu'on pourrait être divisé au niveau spirituel ou religieux qui fera en sorte qu'on n'arrive pas à avancer. Ça, c'est ce que je pense. Et en plus, donc, comme toi, tu as dit qu'on n'est pas les mêmes, parce qu'on parle aussi du système. Ça, on va revenir dans le système. Il y a un système qui est donné, tu parles beaucoup du lion. Du lion, quand il est dans la rivière, il ne peut pas nager. Mais dans la jungle, il n'y a pas que des lions. C'est-à-dire que dans notre peuple, il y a aussi des gazelles, des fois. Il y a aussi des crocodiles qui peuvent être dans la rivière. C'est vrai ou pas? Le crocodile il est dans la rivière, mais il fait partie de la jungle. C'est pas forcément un lion. C'est pour dire que les crocodiles, ce sont nos dirigeants. Voilà. Mais tu vois, parce que je veux dire, c'est que tout le monde, en fait, s'y retrouve dans cette jungle-là. Donc c'est pour ça que je me pose la question de savoir comment on fait en sorte de pouvoir avancer en étant diversifié. Je reviens sur... tu as parlé des affrontements qui existent entre des gens de diverses religions, et les afrocentriques, les kémites, par exemple, etc. Moi, je pense qu'il est très urgent que l'on comprenne que si on ne fait pas front commun face à l'adversaire commun, qui est l'élite, pas le peuple, parce qu'il y a des gens dans le prolétariat européen qui souffrent beaucoup aussi, et qui sont nos camarades de lutte, de toute évidence. Mais si on ne fait pas front commun face à l'élite, l'oligarchie occidentale et l'oligarchie africaine corrompue, si on ne fait pas front commun, nous autres, parmi notre peuple, on ne pourra aller nulle part. L'exemple de la Seconde Guerre mondiale, notamment en France, chez les 1% qui ont résisté, bon, aujourd'hui ils disent tous qu'ils étaient fils de résistants. À l'époque, c'était pas... Je suis pas sûr. Je pense que... Le game est tranquille. Mais nous, on connaît le film, il est réel. Ça, je te laisse la parenté de tes mots. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la minorité qui a résisté, il y avait des gens de tout courant, de toute orientation. Mais quand il faut faire front commun, dans l'urgence, vous êtes capable de voir ce qui vous réunit beaucoup plus que ce qui vous sépare. Et je pense qu'il faut qu'il y ait dans notre communauté la cessation réelle des enfantillages. Moi, il y a des gens, je parle avec des gens, le président du Mali et mon frère, Assimi Goïta, disons les choses telles qu'elles sont, il a son orientation, il a sa vision sur certains points. Le frère de Guinée, mon frère, Mamadi Doumbouya, il a ses orientations. Le plus important, ce n'est pas que l'on pense tous pareil. Voilà. Le plus important, c'est ce sur quoi on se retrouve. Moi, je l'ai dit, et je pense qu'il est très important de prendre la parabole de l'arbre. La structuration de l'arbre donne la clé pour nous tous. Parce qu'il y a un ordre et une hiérarchie, quelque part, dans la structuration de cet arbre. Il y a les racines, que j'appelle la tradition initiale. C'est-à-dire le commencement, ce qui nous relie au Créateur, dans son origine, plus que jamais. Il y a par la suite, après les racines, le tronc, très important. C'est ça qui solidifie, en fait, et ensuite, relie avec la terre. Il y a les branches, très important, et des branches, les fruits. Voilà. Très important. Il y a des gens qui sont issus des branches, qui sont les branches et les éléments les plus récents dans l'arbre. Donc le christianisme, certains, donc, il y aura des mourides, il y aura des soufis, il y aura de l'autre côté chez les chrétiens des orthodoxes, etc. Des catholiques. Des rastas, voilà, par exemple. Il y a maintenant le tronc, qui vont être, on va dire, les manifestations continentales africaines, spirituelles, culte Bwiti, le vaudou, les orishas.
Mais tout ça, ce ne sont que des étapes intermédiaires. Et il y a maintenant la racine, le commencement, le ciment. Et c'est une racine commune à tout ce que je viens d'évoquer. C'est pour ça que je dis que plutôt que d'être dans des étapes, il est important que tout le monde, quel que soit son rang dans l'arbre, revienne à la racine. Ça permet de ne pas stigmatiser ceux qui sont à tel stade ou à tel stade, mais qu'ils comprennent que, quelles que soient nos différences, on a tous un destin commun. Voilà. Parce que quand tu te lèves, tu dis, mais toi tu es un aliéné parce que tu es ceci, toi tu es un aliéné parce que cela. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui va faire en sorte que les autres vont avancer et vont s'élever? Ça ne marche pas, cette pédagogie. Voilà. Il faut faire preuve d'amour. Donc il faut rappeler que nous sommes issus du même tronc, de la même racine, et appeler les gens à se rappeler que cette racine-là peut les permettre de les revitaliser, quel que soit l'endroit où ils sont installés. Voilà. Vous avez entendu? Il y en a qui sont là, ils sont seulement sur les branches, ils ne portent pas de fruits. Alors, il faut aller dans la racine. Il faut aller dans la racine. Non, c'est pas ce qu'il a dit, mais attends, laisse-moi finir. Regarde ce que je suis en train de dire. Hein? C'est-à-dire que la racine, si tu n'es pas dans la racine, si tu ne vois pas la racine, comment tu vas faire en sorte que s'il pleut, les fruits vont naître? Toi, tu regardes seulement les branches. Alors qu'il faut aller dans la racine. Quand tu as la racine, après tu sais où tu regardes et comment tu fais les choses. Tu es un personnage. Hein? Ah, je suis un personnage, c'est le président. Hein? Le président de la Suisse, je suis même là. Alors moi, ce que j'ai bien compris, j'ai apprécié. Parce que tu nous dis vraiment qu'il faut regarder dans la racine. Il faut revenir dans la racine et pas se lever et regarder seulement les branches. Ah, toi t'es ci, toi t'es ça. Et ça, c'est vraiment au niveau de l'identité collective, comme tu as pu parler. Je pense que j'ai pu avoir ma réponse et je pense que si le peuple a pu aussi avoir cette réponse par rapport à ça. C'est ce qui a fait que, je donne un exemple, j'ai parlé aux autorités maliennes, il y avait un aîné qui était arrêté depuis quelque temps, issu d'une mouvance Kamit, voilà. Dumbi Fakoli. Moi je vais te poser une question, je finis parce que c'est un peu... Kemet ou Kamit, moi des fois je sais même plus. Moi je dis Kemet, mais il y en a qui vont dire... Voilà. On est d'accord. Voilà. Mais bon, ça ce sont mis des détails. Ouais. Et les mots sont importants. J'ai dit, c'est vrai, mais il y a différentes prononciations, puisqu'on prend une langue occidentale, une prononciation occidentale pour une langue profondément africaine, donc le A et le E parfois peuvent être remplacés. Et je disais aux autorités que même si vous n'êtes pas d'accord avec les sorties de l'aîné ou des gens de cette mouvance, qui est une mouvance pour l'instant minoritaire, clairement, sur le continent, ils l'ont vu lors des derniers temps, j'ai dit aux autorités qu'il était très important d'essayer de faire en sorte de pouvoir libérer ceux qui ont peut-être outrepassé les limites du tolérable pour vous ou pour la population, parce que le panafricanisme et la panafricanité, pour aller plus loin, comme je l'ai dit, c'est l'unité des diverses formes d'africanité dans le but de pousser quelque part un enracinement. Donc il y a une pédagogie à faire, pas en brusquant les gens, pas en leur manquant de respect, mais en se rappelant qu'on est tous issus du même ensemble. Voilà. Il y a des gens aujourd'hui qui mènent le combat sur le terrain du panafricanisme. Il y a des rastas, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des traditionalistes. Tous font partie du même camp. Et donc il ne faut pas qu'on se tire bêtement dans les pattes, c'est très important. Grand message. C'est moi qui te remercie. Merci pour ce message. Ensemble. Là, on a pu voir ça justement. Et puis maintenant, moi je vais passer par rapport au sujet aussi de cette urgence. Parce que quelque part, on est en guerre. Totalement. Donc il faut s'armer de savoir. Et pour s'armer de savoir, il faut étudier. Oui. Il faut lire des livres. Il faut aussi étudier le terrain. Ma question c'est, comment tu as réussi à sortir, parce que tu es né en France, tu as grandi en France, comment tu as réussi à te dire, bon, maintenant moi je veux rentrer sur ce terrain-là, marcher pour mes frères, pour qu'on puisse être unis, je vais aller en Afrique et je vais étudier le terrain sur place. Il y a des gens, ils ont des vies, ils payent des factures, t'as entendu là dans la conférence, on paye des factures, on n'arrive pas. Hein? Comment tu te dis, je vais lâcher l'Europe et puis je vais aller dans le pays et je vais travailler? Parce que le message, c'est aussi, allons construire chez nous. C'est quel genre de message que tu peux donner justement à cette jeunesse de la diaspora noire en Europe? C'est très important de se rappeler que, parce qu'un arbre sans racine ne tient pas, chacun doit cultiver sa racine. On en revient toujours à la même tradition initiale et aux mêmes humanités classiques, à notre identité, à notre primordiale entité. Et il y a diverses façons de cultiver ses racines.
la lecture des livres, très important. La connaissance de son histoire, très important. Et puis l'expérimentation du terrain, parce que ce qui manque beaucoup à un certain nombre des nôtres, c'est l'accumulation de théorie, mais le manque de pratique. Ils ont l'accumulation de la théorie, pour être plus précis, mais il manque de la pratique, et donc il est important de revenir aussi au pays. Moi, j'ai grandi, avant d'arriver en banlieue parisienne, quand j'avais 15 ans, 14 ans, 15 ans. Les 14 premières années de ma vie, j'ai été dans des endroits où on me disait « retourne dans ton pays ». Toi, t'aurais pu grandir en Suisse, toi. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est justement, toi, t'étais en province. Pas comme Paris, il y a plein de c'est ça, c'est ça. Donc toi, je pense que tu nous comprends aussi. Oui, je comprends. Alors, je remercie Dieu parce que j'ai connu les deux. De mes 14 ans à mes 31 ans, j'ai fait la banlieue parisienne. Donc, dans ma vie, j'ai plus vécu en région parisienne, en banlieue parisienne qu'en province. Mais les 14 premières années ont été... Mais c'est là où tu as senti en fait des vrais chocs. Oui, aussi. Des chocs que, par exemple, certains dans la banlieue, ils n'ont pas pu vivre que ce que tu as pu vivre. Clairement, parce que dans la banlieue de Noir, on est tellement massif qu'on a moins, ça va être des problèmes autres, par exemple la brutalité policière. Et voilà. Mais ceux qui vivent en province, qui vivent en minorité réelle, la profondeur de la douleur, quand tu es à l'école, c'est ça. On te dit Michael Jackson, il est pas noir. Là, tu dis qu'est-ce qui se passe? Là, tu connais la vérité. Hein? Ah non, il y a plein de trucs comme ça. Non, tu disais, je te coupe, continue mon grand. Non, mais bon, je pense qu'on a dit les choses. Donc, le fait d'avoir connu l'exclusion, je dis souvent que de l'exclusion d'un peuple par un autre naît la volonté pour le peuple exclu de se constituer sa propre puissance. C'est l'ostracisation, certains diront l'ostracisme, qui m'a poussé à me questionner moi-même. Et quelque part, je remercie ceux qui ont fait preuve de racisme à mon encontre. C'est pour ça que je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il faut lutter contre le racisme. Non. Je pense que la meilleure réponse au racisme, c'est de devenir puissant. D'accord. Et Kémy Séba est le fruit. Tu m'excuses pour cette phrase à la troisième personne, mais je suis le fruit de cette négrophobie hystérique que j'ai connue dans les années 80 au XXe siècle. Ça fait vieux, hein? Ça fait vieux. Ouais. À la fin du XXe siècle, les années 80 m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Ça m'a forgé. Et quand je suis arrivé en banlieue parisienne, j'avais une autre mentalité que la plupart des Noirs qui étaient là-bas. Parce que je me considérais comme un survivant. D'accord. Au sens propre du terme. Et par la suite, après, l'accumulation de la lecture, la connaissance de nous-mêmes, la connaissance de notre histoire, et le début de mon activité politique lorsque j'avais 17-18 ans, cela m'a forgé. J'ai voyagé aux États-Unis, je suis revenu ici, j'ai voyagé en Afrique, et c'est là où les choses ont commencé. Et au fur et à mesure que je menais ce travail politique, je comprenais qu'en réalité, je ne pouvais pas me limiter à une question uniquement diasporique, que le sort de notre peuple était un sort global. Et c'est là où la question de la panafricanité fondamentale devient plus que jamais des plus vitales. Voilà. Magnifique. Moi, quand tu me parles comme ça, tu sautes des étapes, parce que des fois, il y a des petits frères qui nous écoutent, il y en a, ils ne veulent pas travailler, mais ils veulent faire de grandes choses. Tu vois ce que je veux dire? Au niveau du travail, quand on te dit, je suis parti, j'ai voyagé aux États-Unis, mais là, ils ont dit, comment il a eu l'argent pour aller voyager aux États-Unis? Tu vois ce que je veux dire? Au niveau du travail, à part même lire... De nos jours, tout le monde peut... Tous les chemins mènent à la destination qu'ils veulent. Après, je ne conseillerais pas forcément aux gens d'aller aux États-Unis, parce que je ne suis pas allé aux États-Unis pour kiffer le McDonald's. Moi, je parlais par rapport justement à l'argent. En fait, par exemple, on va passer justement directement de quand tu as compris qui tu étais. Tu as commencé à faire de l'argent pour pouvoir voyager et aller sur le terrain. Comment tu as fait cet argent? Sur quel genre de job? Non, mais je travaillais, quand j'étais tout jeune, je faisais animateur en centre de loisirs, où j'étais surveillant à l'école. Et à côté, j'avais mes cours du soir à l'époque en droit, etc., etc. Mais je pense qu'il est très important de dire que tous les moyens possibles existent pour faire de l'argent. La question de l'argent n'a jamais été une fin en soi pour moi ou une obsession. Je vais te dire les choses très clairement. J'ai vécu, ne nous mentons pas, aujourd'hui, le combat politique qu'on mène on a réussi à créer, de par le succès de ce combat politique, un écosystème financier qui fait que notre ONG peut fonctionner, mener de multiples actions un peu partout dans le monde, sur le continent africain, dans la diaspora. On peut voyager aux quatre coins du monde avec une grosse équipe, etc., etc. Organiser nos meetings, organiser nos programmes sociaux, mener nos mobilisations de contestation contre le néocolonialisme, parce qu'on a réussi à
obtenir des fonds de l'Amérique du Sud, de Cuba, d'obtenir des fonds à une certaine époque de la Turquie, voilà. de l'Iran, de la Russie. Il n'y a pas de tabou, ma force c'est de toujours dire les choses telles qu'elles sont. Au début, ce qui a fait qu'on a réussi à obtenir des fonds, un certain nombre de fonds, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes footballeurs, jeunes ou moins jeunes, qui nous soutiennent, qui sont touchés par mon combat, beaucoup de sportifs de haut niveau, beaucoup d'artistes. On touche cette génération qui sont touchés par le message. J'ai entendu même le boxeur Tony Yoka, il participait aussi. C'est mon frangin, Tony. C'est magnifique ça. Si. Et donc, bref, tout ça a fait que on a réussi à avancer, mais ça n'a pas toujours été le cas. Voilà. Moi, je dis toujours que le problème de notre génération, qu'il y a dans notre génération, c'est que l'argent n'est pas le nerf de la guerre, c'est la guerre des nerfs. Les gens finissent par faire de l'argent la finalité de leur vie, leur obsession. Or, moi, je te le dis, il y a une période de ma vie où j'étais extrêmement pauvre. Extrêmement pauvre. Mais j'avais toujours une ligne politique. J'avais une obsession qui était de nous organiser pour notre population. Et je me disais que si j'ai peu, j'ai peu. Il fallait juste que je puisse avoir de quoi nourrir ma famille. Donc je me débrouillais pour que dans nos démarches, on puisse toujours réussir à nourrir les nôtres. Mais il y a une période où j'étais très pauvre. Et c'est parce que je n'ai pas fait de l'argent une obsession, le succès aidant dans le cadre du combat que nous menons, cela a fini par toucher un certain nombre de cœurs et ça a fini par attirer sur nous différents supports qui ont fait qu'aujourd'hui nous sommes fluides dans nos mouvements et que je peux dire que je gagne mieux ma vie que beaucoup de chefs d'entreprise. Mais c'est pas, je le dis, je le répète, je me suis pas levé un matin en me disant c'est pas get rich or die trying. Moi, c'est get free or die trying. Wow! Voilà. Mais lui change les mots! Les rapports, c'est un problème pour vous. Parce que lui, il a dit, non, c'est pas le nerf de la guerre, il a changé le mot. C'est pas get rich or die trying. Folie! Non! Tu fais plaisir. Donc c'est ça, si tu dis qu'il faut juste avoir l'état d'esprit. Et puis, en fait, un point, et aller sur ce point-là, et marcher, en fait, sur cette Quand tu crois, si tu as une idée, si tu crois en quelque chose, c'est cette idée qui te guide. Magnifique. Et ceux qui sont avec nous depuis très longtemps le savent. Certains nous ont connus quand j'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans, j'en ai 41 aujourd'hui. Bénédiction sur toi. Bénédiction sur nous tous, et je te remercie. Ils savent que quand j'avais 21 ans, je disais qu'un jour on serait à cette étape. Et que cette étape n'est pas une finalité. Voilà. Parce que dans notre agenda, il y a beaucoup d'autres étapes encore. Magnifique. Et on tourne les pages. On écrit notre histoire. Ouais. C'est ça. C'est pour ça qu'il est là au Parlement. Il faut écouter le peuple. Le grand, il parle, on est ensemble. Et puis, donc du coup, là, tu nous parles. Tu nous as parlé de ton ONG. Moi, je marchais comme ça hier. On me dit, mais où on peut donner des dons? Parce que justement, là, en ce moment, toi, tu es au Bénin. Et on parle beaucoup, tu parles de la diaspora. Comment ça se passe, en fait, justement, si on veut donner des dons? Alors, on a un site internet. Alors, pour le coup, on a eu de graves problèmes récemment, puisque notre site a été piraté évidemment par les services français. Je le dis, c'est pas un secret, parce que c'est par ce site internet notamment qu'on obtient des donations, urpanaf.org. D'accord. Je trouve que notre site a été piraté il y a quelques semaines. J'ai pas voulu en faire trop d'écho et pas voulu faire trop de bruit autour de ça. Mais ils ont piraté notre site pendant quelques temps. Ils ont publié des faux textes visant à essayer de créer des tensions avec nos partenaires. Oh là là. Justement, en disant, soi-disant des textes signés de moi, en disant il faut attaquer le Mali, alors que le Mali c'est notre partenaire numéro 1. Il faut désislamiser le Mali. Oh là là. Il faut que les Maliens deviennent des kramites, alors que ça n'a jamais été mon discours. Je trouve ce discours puéril. C'est pas comme ça que les choses vont fonctionner. Il faut qu'on soit beaucoup plus dans une compréhension mutuelle. D'accord? Moi, je te dis, je me situe au-delà d'une ligne, d'une catégorie. Je te parle de métaphysique. Voilà. C'est très important ce que je dis. Voilà. J'ai eu plusieurs séquences de formation dans ma vie, mais je suis arrivé à comprendre que la nécessité, c'était la métaphysique, l'immatériel, qui a justement un impact sur la dimension matérielle. Donc je ne me revendique pas d'une étiquette de l'une ou de l'autre, donc ça ne peut pas être mon discours de dire il faut kémitiser le Mali, il faut ça c'est des langages qui ne sont pas les miens. Et les services français ont créé ça parce qu'ils voulaient créer des tensions, ils ont rédigé ces textes. Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. On est dans une guerre informationnelle. Il faut que les gens comprennent exactement quand même ce qui se passe là. Il y a eu le Contel-Pro à l'époque des États-Unis, il y a je crois que c'est LFI2, je ne suis pas sûr, mais il y a un modus operandi du département, du ministère de la Défense en France,
qui visent à lutter contre nous, parce qu'ils ont vu notre influence incroyable qu'on a aujourd'hui dans la communication sur les réseaux sociaux, sur Internet de manière générale, et qui se répercute sur le terrain à travers nos mobilisations partout. Et donc ils ont essayé de créer un certain nombre de schismes dessus. Mais pour ceux qui veulent nous soutenir, urpanaf.org, le site va être rétabli incessamment sous peu, et ce sera l'occasion évidemment de nous soutenir. Magnifique. Magnifique, en fait là c'est très bien, c'est très clair. Donc on sait en fait tout ce qu'il en est. Tu fais le tour du monde. Tout à fait. Là, je sais pas, je vois des photos en Égypte, je vois à Londres, je dis mais non, et là maintenant t'es même là en Suisse. C'est Inception. C'est un truc de fou, toujours le même gars avec différents habits, hein, on le taille la barbe, il est frais, il est toujours bien. Non. Là maintenant, moi je me dis, dans tous les pays où tu es parti voir en fait ta communauté, c'est quoi les défauts qu'on a en commun? Est-ce qu'on doit faire pour qu'on puisse les changer afin qu'on puisse être puissant? Je ne sais pas si c'est le terme des fois adéquat, mais en tout cas les failles, c'est que le manque d'organisation communautaire, consommer toujours à l'extérieur de nos communautés. Or, un peuple est fort quand c'est un peuple de producteurs et qui consomme ce qu'il produit. Pas lorsque c'est un peuple de consommateurs qui consomme à l'extérieur de ce qu'il produit. Et ça, c'est partout, dans tous les pays où tu es partout. Tu crois que ça vient d'où, cet état d'esprit-là? Écoute, il faut qu'on comprenne qu'on est comme... on est comme une espèce vivante, des entités qui avaient leur rythme de vie, et puis des gens sont venus, nous ont mis dans un sac et nous ont transportés dans un autre environnement qui n'est pas le nôtre. On a été complètement désorganisés. On vit dans un monde où le référentiel n'est pas celui qui est en harmonie avec notre identité. Il faut qu'on puisse le dire. Et donc, nos réflexes, je parle souvent, excusez-moi, du lion dans l'eau, mais on peut prendre n'importe quel exemple. Tu prends un aigle, qui est un animal des plus royaux, tu le plonges dans l'eau, tu le fixes dans l'eau, il va toujours se débattre pour essayer d'en sortir, pour le coup. Mais nous ne sommes pas dans un environnement naturel. Cette ère du matérialisme dans lequel nous sommes installés, ce n'est pas notre paradigme. Chez nous, par exemple, je parlais avec un frère de l'organisation qui disait quelque chose de très juste. Il disait, l'Occident a pour obsession, lorsqu'il voit des pierres précieuses, de sortir les pierres précieuses du sol, de les travailler, de les transformer, et il est fier. Ils sont fiers. Les Africains ont un rapport aux minéraux et aux minerais de manière générale qui n'est pas, excusez-moi, aux minerais, qui n'est pas le même que l'Occident, parce que notre rapport à la roche, notre rapport à la pierre, nos aïeux nous disaient que parfois, la présence de certaines pierres était bonne pour nous, mais le but n'était pas de l'extraire du sol, de la travailler, de la vendre. On n'avait pas ce rapport-là. Tu vas aller dans certaines régions en Afrique, l'or, il est versé. Il marche seulement comme ça, il marche comme ça. C'est pas le problème. C'est pas notre paradigme. C'est l'âge de fer. C'est cette fin des temps où la pierre a plus d'importance que l'âme pour certaines personnes. Tu comprends? Et donc, c'est pour ça qu'il y a un décalage entre notre façon de fonctionner. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qu'on ne doit pas adapter, d'accord? Et la façon de fonctionner d'autres civilisations aussi. Disons les choses. Mais on doit s'adapter. Il y a maintenant sur le terrain de la construction communautaire un certain nombre de choses qui doivent être effectuées. On a des problèmes récurrents qui sont liés à l'esclavage, à la colonisation, mais pas seulement. Je n'aime pas la victimisation. Je pense qu'on a les blessures liées à l'esclavage, à la colonisation, mais que certains se complaisent dedans. Et on doit aussi arrêter cela. Parce que c'est l'anti-victimisation qui permettra aussi à notre population de s'en sortir. Donc il y a une réorganisation communautaire à faire un peu partout. On était parti pour faire une tournée, je te le dis clairement, avec l'ONG de 6 mois. Mais on a tellement eu, et on a tellement de demandes, que j'ai bien peur de te dire que pour l'instant on n'a pas de date de fin de cette tournée. Parce qu'on est sollicité partout. Et c'est en train de devenir, heureusement ou malheureusement pour la fatigue, mais heureusement pour l'engouement que ça suscite, c'est en train de devenir quelque chose qui sera un des modus operandi de notre ONG. On est appelé à voyager tout le temps. C'est pour nos populations. Là, on est parti là. Certains nous réinvitent déjà en septembre ou octobre. Ensuite, t'es obligé de faire un deuxième tour. On va arranger ça, comme il faut, comme il se doit. Non, mais on est obligé. Je me rends compte, quand je suis parti, je suis rentré m'installer en Afrique il y a 12 ans, j'avais vraiment cette volonté de me préoccuper uniquement du continent africain. D'accord. Mais je me rends compte, plus le temps passe, que je dois être partout pour notre population. Et c'est pour ça qu'on a mis urgence au pluriel panafricaniste. Ah, d'accord. Parce que la situation que notre peuple connaît aux 4 coins du monde est urgente et nécessite différentes
applications différentes, solutions et un certain nombre d'électrochocs au pluriel pour permettre à nos populations de se reconstituer, se reconstruire, de se restructurer. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de date de fin. C'était une Est-ce qu'il y en aura même une date de fin? Je suis pas sûr. Ah, je crois pas, moi non plus. Hein. Je suis pas sûr. Non, un mais... soldat, comme ça, tire, tant que la guerre n'est pas finie, il est obligé de tirer. Même si t'es fatigué, là, je vois le grand, il est fatigué, mais il a dit non, il faut que je vienne au Parlement parler aux presses. Hein? Et il est là, il développe pour le peuple, et moi j'aime ça, et c'est avec grand respect justement que je tiens justement à te remercier. C'est pas fini, vous croyez que c'est fini? C'est pas fini, on continue encore un petit peu, il va nous dire les vraies choses. On va parler justement de la famille, l'éducation aussi. Moi je trouve que, parce que tu parlais justement de l'urgence, mais l'urgence c'est de l'organisation, et dans tous les paramètres. Donc il y a aussi l'éducation, il y a aussi en fait la famille. Qu'est-ce que tu peux nous dire, par exemple, tu nous as parlé, tu étais dans des soucis familiaux, en fait. Familiaux ou familial? Familiaux ou familial? Tu étais dans des soucis. Mais tu t'es dit, non, moi, j'ai une urgence, j'ai un combat, il faut que j'avance. Et j'ai de l'amour. Tu nous fais part de ton amour. Comment tu gères, en fait, les amours familiales que tu as autour de toi pour que tu puisses justement encore avoir cette force, pour donner encore de l'amour à ton prochain dans divers contrées du pays? Ta question est vaste. C'est ma question concrètement. C'est qu'au niveau familial, comment tu gères, étant donné que je sais que tu as 2 enfants? J'ai 4 enfants. 4 enfants. J'ai 2 enfants avec mon ex-femme et 2 enfants avec ma femme actuelle. Comment tu gères ça? Comment tu gères en fait ta famille avec tout ce travail que tu as? Écoute, je me suis mis dans ma vie qu'avec des femmes qui comprenaient que l'urgence numéro 1 pour moi, c'était mon peuple. Avant ta famille? Ah oui, je l'ai toujours dit, que ma première famille, c'est notre peuple. Et que se mettre avec moi, c'est se mettre avec le peuple. Je ne m'appartiens pas. Et les personnes qui ont partagé ma vie m'ont connu comme ça. Donc, elles s'adaptent à cela. Et même mes enfants, je les élève, je les éduque dans cette direction-là. Mes enfants, parfois, assistent à mes meetings. Les 2 sont grands maintenant. Ma fille aînée va avoir 17 ans, mon deuxième 15 ans. Les 2 derniers sont plus petits. Et ils savent pertinemment ce que leur père fait. Et elles comprennent, ça fait partie du paysage. Et ils sont fiers. Ils sont très fiers de voir ce que nous apportons aussi à notre population. Et quant à leur maman est fière aussi. Je pense très fière de savoir ce que son homme fait. Et le père de ses enfants fait pour ce combat-là. Que ce soit mon ex-femme ou ma femme actuelle, je pense que chacune comprend que c'est un combat de vie ou de mort pour nos populations. Carrément. Oui, au sens propre du terme. Et quand tu parlais de guerre mondiale, un frère parlait de guerre mondiale hier. Il m'a dit, moi je parlais de guerre mondiale. C'était pas moi, on me disait à des trucs encore. Hein? J'ai pas parlé de guerre mondiale, moi. Hein? Les mots sont importants. Non, moi je parle de guerre mondiale. Nous sommes dans une guerre mondiale aujourd'hui. Nous sommes dans une guerre entre le monde globaliste néolibéral et ceux qui s'opposent à ce néolibéralisme économique et sociétal. Et au milieu de cela, il y a l'Afrique, il y a les Africains. Nous sommes un centre de gravité de cette guerre, dans cette guerre-là. Et donc nous devons prendre nos responsabilités, nous forger, nous former. Tu m'as parlé de famille. J'ai une famille au sens du noyau et j'ai une famille large. Mon organisation, ma grande famille. D'accord. C'est ma vie. Les membres de mon ONG, de mon organisation, de ceux qui m'ont rejoint il y a 20 ans, avant même que l'ONG soit créée, à ceux qui nous ont rejoints il y a quelques temps et quelques années, c'est comme un hôpital. D'accord. J'ai toujours été fasciné par la démarche des urgences, parce que quand tu as un problème en priorité, tu dis hôpital, c'est aux urgences que tu vas. Ah, voilà. Mais toi, en fait, comme tu dis, vraiment, tu gères tes mots, hein, parce que je voyais que tu regardais aussi, en fait, que tu regardais des trucs télévisés, tu regardais Urgence, ça t'a mis dans un truc, toi, t'as vu, oh, ONG Urgence. T'as lu ça où? Mais j'ai vu ça, là, t'as fait dans une interview comme ça, tu parlais des urgences et tout, t'étais fasciné par un acteur, hein. À la base, j'étais censé faire à une période de ma vie, j'ai voulu faire médecine. Magnifique. Et bon, là, on va dire que la rue m'a happé à cette période-là, ou quelques temps après. Et mais l'urgence, la médecine, c'est aider son peuple. Voilà. La plus grande des médecines, c'est soigner son peuple. Notre peuple souffre de trop de traumas, de trop de blessures. Il faut soigner ça. Psychologiques, physiques, culturelles.
Et donc, il est un porte politique, économique. Et donc, ce que nous faisons à travers cette ONG, c'est l'urgence au premier sens du terme. Donc, nous sommes les urgentistes de la cause noire. Magnifique. C'est vraiment ça. Et chacun a son poste, chacun a sa spécificité. Des gens qui sont spécialisés sur l'image, des gens qui sont spécialisés sur la psychologie, des gens qui sont spécialisés sur le social. Il y en a qui sont... Et c'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est le docteur général, toi. On va dire que je suis chef de service. Chef de service. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, en tout cas, le chef d'urgence panafricaniste, oui. Magnifique. C'est une famille, c'est une histoire extraordinaire. Et ma famille, c'est-à-dire mes enfants et leur maman, me portent dans ça. Parce qu'elle sait que c'est la mission de ma vie. Magnifique. Voilà. Tu nous as dit, j'ai vu dans la conférence, on ne va pas tout spoiler, mais l'amour à la panafricain, il faut une Winnie Mandela. Hein? Une femme qui comprenne ta vision et qui fait partie aussi justement de ton peuple, de ta communauté, pour qu'on puisse avancer. C'est un peu ça le sens que tu dis. Ah non, mais, enfin, je n'ai pas dit ça comme ça hier, mais ce sont tes mots. Ce sont tes mots. Hein. Est-ce que ça va dans la direction? Mais de toute façon, tu ne peux pas mener un combat si tu n'as pas quelqu'un qui est habité par ce combat dans ta vie. C'est important. Et j'ai toujours dit que amour noir égale pouvoir noir. Ah, vous avez vu les mots, c'est ça que je voulais entendre. C'est ça que je voulais entendre. Il a dit, vous avez entendu. Non, c'est magnifique. En tout cas, grand, l'aîné, le leader. Il n'aime pas les Atala comme j'ai dit, je vais quand même lui dire. Parce que si c'est pas nous qui le soulevons, c'est qui va le faire? Moi, je te remercie pour ta venue en Suisse. Ça fait un moment qu'on ne te laissait pas rentrer. Mais toi, t'es têtu, c'est l'urgent. Tu t'es dit non, il faut que je sois là. Pour délivrer en fait cet ouvrage que le peuple, il faut vraiment avoir en fait ce livre. Pour pouvoir lire en fait ce qu'il faut pour qu'on puisse être mieux. Et puis qu'on puisse être guéri en fait de nos traumas. Alors moi, je te remercie d'être venu au Parlement. Parler avec moi-même afin que nous puissions être plus forts. Merci à toi. Et j'espère te revoir à tout bientôt. On se verra, c'est sûr, si Dieu veut. Et on sera là, si Dieu veut, en santé. Bénédiction sur toi. Force à nous, comme tu l'as dit. On est ensemble. On est ensemble. On s'entend toi aussi, frère. Merci. On est ensemble. Merci beaucoup. Le peuple, vous savez, vous avez vu, j'étais avec l'homme qu'on appelle Kémy Séba. Vous savez où nous suivre, vous savez où nous rejoindre. Cliquez, abonnez, likez. C'était moi-même le président de la Suisse. On est ensemble. Folie.